Bonjour et bienvenue à la 84e diffusion de 5e dimension. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la dernière vidéo, la couronne suite, a été censurée. C'est aussi le cas après 2 ans sur la toile de la première diffusion, le coup de maître de Poutine. Histoire de la mafia khazare que j'ai reprise dans la 72e diffusion, qui a été aussi censurée. C'est aussi le cas des diffusions 5 et 25, mais vous pouvez retrouver toutes ces diffusions sur la chaîne Odyssée. J'ai mis le lien sous cette vidéo. J'ai remarqué que ces diffusions ont été censurées suite à des commentaires. Merci de ne pas faire des remarques qui attirent l'attention de YouTube. Restez neutre. Voici donc une nouvelle diffusion sur un sujet non encore abordé sur cette chaîne, la géo-ingénierie. Encore une fois, je précise que c'est une théorie à prendre ou à laisser, selon votre ressenti. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, alors que je travaillais sur la traduction et le doublage du documentaire de Dan Wigington, The Dimming, l'obscurcissement, je suis tombé sur une chaîne YouTube nommée Weather War 101, qui traite d'un seul sujet, la géo-ingénierie, mais sous un angle très particulier, comme vous allez le constater dans cette interview du propriétaire de cette chaîne que je vous propose aujourd'hui. Je précise une chose importante, celle-ci existe depuis 2011, mais rien n'y a été publié depuis 2017. La voix féminine de l'interview n'est pas celle du propriétaire dont je sais qu'il est un homme, mais pour le reste, à savoir son identité, aucune info, et il semble avoir complètement disparu. Il y a également un site WordPress, toujours en ligne, mais là aussi, rien n'y a été publié depuis 2015. Vous trouverez les liens en description. Dernier détail, Weather War 101 n'est pas un platiste, tout comme Dan Wigington d'ailleurs. Mais ceci ne doit surtout pas nous empêcher d'apprécier ce qu'il présente, car c'est à mon sens une théorie qui a beaucoup de sens. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Partagez cette vidéo au maximum les amis et donnez-moi votre avis dans les commentaires. À très bientôt sur ITV. Place à l'interview. Dois-je vous appeler Weather War 101 tout en faisant cette interview ou vous avez un surnom comme identifiant? Oui, WW101 est le nom sous lequel tous mes suiveurs me connaissent. Quel est votre passé? Pouvez-vous partager avec nous, sans vouloir être trop personnel, ce qui concerne la découverte de ces vérités? Comment vous avez grandi avec ça et depuis combien de temps ça a commencé à avoir du sens? Êtes-vous un scientifique au départ ou un autodidacte, par exemple? Encore une fois, sans chercher à vous identifier, juste pour comprendre ce qui vous a motivé à l'origine. Quelles préqualifications ont rendu votre prise de conscience possible? Pour moi, ça a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais déjà conscient de l'augmentation des phénomènes météorologiques bizarres et inexplicables. Mais, comme tout le monde, je n'avais aucune idée de la façon dont cela se produisait. Cependant, il était parfaitement clair pour moi que ce n'était pas naturel. Et ça a vraiment commencé à m'agacer. Un jour, je regardais les informations et le bulletin météo est apparu. Le radar météo montrait 2 anneaux qui se chevauchaient, c'était évident. Et quand le système orageux est passé devant ces anneaux, la tempête a complètement changé. Le présentateur a fait comme s'il ne pouvait pas le voir, et c'était exaspérant. C'est à ce moment que j'ai décidé de comprendre ce que je regardais. Jusqu'à cet instant, j'avais passé ma vie d'adulte comme ingénieur réseau, et j'étais extrêmement efficace. Pendant des dizaines d'années, j'ai conçu et construit des réseaux étendus pour des entreprises dans tout le pays, et j'étais très demandé. L'intérêt pour la science et l'ingénierie en général est dans mon sang depuis que je suis enfant. Savoir comment les choses fonctionnent était un impératif. Peu importe l'objet, si je ne comprenais pas comment quelque chose fonctionnait, je m'assurais de le découvrir. Cette capacité inhérente s'est avérée essentielle tout au long de ma carrière, alors que les premiers jours de la mise en réseau étaient essentiellement le Far West. Il s'agissait d'un travail de pionnier. Faire de la rétro-ingénierie sur la façon dont ils s'assemblaient et trouver comment faire en sorte que les systèmes protégés communiquent avec les nouveaux réseaux de PC était devenu une seconde nature. Donc après avoir vu ces 2 anneaux que je ne comprenais pas, et l'inconscience frustrante du présentateur météo, j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Comprendre ce qu'étaient ces anneaux a été la première étape de mes recherches et de ma compréhension de la grille Doppler-Nexrad. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert sur ces anneaux? Et sont-ils les anneaux de Harp dont parle Dutch Synth?
La première chose que j'ai déterminée, c'est que les anneaux se chevauchaient tous, mais ils étaient tous individuels. Il était clair que chacun avait un centre et que ce qui était au centre devait générer l'anneau. C'est presque surprenant que ça m'ait pris aussi longtemps, puisqu'en regardant le radar météo de la télé, je voyais déjà la source. Mais j'ai fini par trouver un plan des 156 radars météorologiques Doppler-Nexrad à travers le pays, et cela m'a frappé comme un éclair. Au centre de chacun de ces anneaux se trouvait une station Nexrad, et les emplacements des anneaux correspondaient exactement. C'était donc le radar météo lui-même qui générait ces anneaux. Lorsque j'ai commencé à rencontrer le mouvement pour la vérité, la première chose que j'ai vue était bien sûr Dutch Synth et ses anneaux harpe. Et cela montre bien l'ampleur de l'erreur d'aiguillage que la première chose que vous demandiez soit la première chose que vous rencontriez. Mais je suis sûr qu'on en parlera plus tard. C'est embarrassant maintenant, bien sûr, mais j'étais naïvement enthousiaste à l'idée d'entrer en contact avec lui. Ce que j'avais découvert sur Nexrad était dans les archives et observable au quotidien. Et je savais que cela frapperait la communauté de la vérité comme un éclair, comme ce fut le cas pour moi. Et j'espérais travailler avec Dutch Synth pour faire circuler cette information vitale. J'ai contacté Dutch et j'ai passé beaucoup de temps à communiquer avec lui par email, expliquant mon argument. Je lui ai montré le dispositif Nexrad, je lui ai montré la vidéo qui le prouve et à mon grand désarroi, il a refusé de l'admettre et a continué à pousser singulièrement harpe. Puisque j'ai pu prouver que le centre de ces anneaux était effectivement Nexrad et non un centre de recherche en Alaska, j'ai trouvé très troublant qu'il refuse de le voir et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre? Bien, pas très longtemps après, bien que, naïvement, j'espérais que Dutch Synth était un cas isolé. J'ai vite découvert que ce n'était pas le cas du tout. J'ai contacté Scott Stevens, le soi-disant météorologue dénonciateur, et j'ai eu la même longue conversation que j'ai eue avec Dutch. En fin de compte et avec condescendance, il m'a dit de ne pas m'inquiéter de ce sujet, et qu'à la place, je devais, entre guillemets, montrer le ciel aux gens et les laisser faire leurs propres interprétations. Des années plus tard, vous pouvez voir que c'est exactement ce qu'il fait toujours. Un par un, j'ai contacté tous les autres leaders du, entre guillemets, mouvement pour la vérité. Un par un, ils se sont comportés de la même manière. J'ai contacté Jamie Lee et j'ai eu des expériences tout aussi troublantes. Puisque nous n'avons pas encore abordé la question de la vapeur d'eau, nous devrons également y revenir. Avez-vous trouvé dans la littérature scientifique des documents validant vos observations sur le fait que Nexrad se trouve au centre de ces anneaux, ou qu'il avait l'arme à double tranchant des capacités d'émission et de réception? Oh, absolument. Comme je le dis souvent, je ne dis rien que je ne puisse prouver. J'ai trouvé toutes les spécifications Nexrad nécessaires pour prouver qu'ils étaient capables de faire exactement ce que je dis qu'ils font, et qui peut être observé visiblement chaque jour. Chaque radar Nexrad ou Doppler a une puissance de 750 000 watts. Il y en a 156 dans tout le pays, et ils se chevauchent tous. C'est l'horrible couverture de fréquence dans laquelle nous vivons tous. Quelle était l'autre pièce du puzzle que vous avez remarqué? La chose suivante que je devais comprendre, c'est comment ces tempêtes surgissent de nulle part tous les jours. Tous les jours, sur les radars, on peut voir des explosions soudaines de tempêtes dans de l'air complètement sec, ce qui n'est pas non plus un phénomène naturel. Et je devais trouver une source. Ces explosions n'étaient que de la vapeur d'eau, mais comme elles se produisent dans tout le pays à des intervalles variables, il était très difficile de comprendre ce qui pouvait possiblement être la source commune.
La communauté de la vérité cooptée a poussé une mauvaise orientation, comme les chem bombs, les bombes chimiques, pour expliquer ces explosions sans aucune preuve d'aucune sorte. Mais cela n'avait aucun sens. Après de nombreuses recherches, j'ai eu une révélation. Il y avait une source au sol qui pouvait produire des quantités massives de vapeur d'eau. Cette source était le réseau de centrales électriques. J'ai trouvé des superpositions de centrales électriques montrant les emplacements des 7000 centrales électriques de ce pays. Je les ai comparées aux emplacements des explosions dans de nombreuses tempêtes, et c'était comme un autre flash de lumière. Donc, pour clarifier, ce que vous voyez n'a rien à voir avec HAARP et tout à voir avec Nextrad. Oui, c'est exactement ça. Chaque jour, je peux prouver une manipulation massive de la fréquence de Nextrad, qui est visiblement responsable de la formation de tous les systèmes de tempête sévères dans ce pays. Alternativement, ni moi, ni personne d'autre ne peut prouver que HAARP fait quoi que ce soit. Pointer une anomalie et la déclarer comme étant causée par HAARP n'est pas une preuve, mais c'est tout ce que les vidéos sur le système HAARP contiennent. Cependant, si on approche ces pseudo-chercheurs de vérité de la géo-ingénierie avec cette réalité évidente et visible, soit ils se taisent immédiatement, deviennent ergoteurs ou même hostiles. Il n'y a aucune preuve concernant HAARP contre d'innombrables preuves quotidiennes concernant Nextrad, et nous voyons tous ce sur quoi la communauté de la vérité est forcée de se concentrer. Il n'y a pas d'autre façon de décrire cela que par une mauvaise orientation délibérée. Cette couverture de fréquence Nextrad est-elle la cause du changement de la résonance de la Terre chez l'homme? Je dois dire que oui. Évidemment, seul Dieu sait de combien d'autres façons l'humanité génère des fréquences opposées. Mais en considérant l'étendue de cette influence Nextrad, fonctionnant de 2700 à 3000 MHz et 750 000 watts par impulsion, celle-ci ne couvre pas seulement ce pays. Les stations Doppler équivalentes couvrent toutes les autres terres et tous les autres pays. Une fois que vous voyez avec vos propres yeux l'énorme influence combinée de ces stations, il est presque impossible d'imaginer que quelque chose soit capable d'avoir une plus grande influence, rien qu'en se basant sur la quantité d'équipement global impliqué. Qu'en est-il des traînées chimiques? Les avez-vous étudiées en particulier? Avez-vous remarqué un quelconque contrôle de cette information en dehors de l'omission volontaire des nuages de pollution créés par l'industrie terrestre? Absolument. Comme toutes les personnes impliquées dans le sujet, les chemtrails ont été l'une des premières choses que j'ai vues. Il est impossible de les manquer, et ce, depuis des dizaines d'années. La raison pour laquelle je ne m'y intéresse pas est précisément à cause de la désinformation qui les entoure et du fait que c'est l'autre sujet qui sature déjà la communauté de la vérité. Le sujet en lui-même est si efficacement discrédité et écarté par les soi-disant gens normaux et la communauté scientifique, entre guillemets, que vous ne pouvez même pas sortir le mot chemtrails avant que quelqu'un ne crie au chapeau d'aluminium. Cependant, les chemtrails sont bien réels. Certains des moyens de contrôle et de diversion prétendent qu'ils sont pulvérisés pour briser et arrêter la pluie naturelle. Mais comme presque toutes ces informations, c'est exactement le contraire de la réalité. Ils ne sont pas pulvérisés pour arrêter les orages, ils sont pulvérisés pour aider à les créer et à les contrôler. Les chemtrails absorbent et se combinent avec une génération massive de vapeur d'eau et fournissent des noyaux de condensation de nuages. Ils fournissent les composants contrôlables par fréquence, qui sont nécessaires au réseau Doppler-Nextrad pour manipuler les systèmes orageux. La fréquence Doppler-Nextrad a peu d'effet sur la vapeur d'eau pure, ce qui explique la présence de nanoparticules de métaux lourds dans les chemtrails trouvés dans des échantillons prélevés dans le monde entier. Les chemtrails fournissent également d'autres composants comme des composants de nucléation de glace artificielle activés par fréquence. C'est comme ça qu'il est possible d'avoir des chutes de grêle par 40 degrés. Et pourquoi des grêlons géants tombent dans le monde entier au moment où nous parlons? Quel était, depuis que cela a été déclaré terminé, après une saison magique de pluies abondantes et choquantes, la source de la sécheresse californienne et dans d'autres régions, si ce n'est pas les chemtrails? Ah oui, la sécheresse en Californie. L'opposition contrôlée prétend que la sécheresse est causée par la géo-ingénierie et qu'elle est intentionnelle. Comme toute désinformation, c'est exactement le contraire de la vérité.
Le fait est qu'ils essaient constamment et désespérément de résoudre le problème de la sécheresse. Et ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit intentionnellement pour que les sécheresses existent. La sécheresse, c'est la preuve du fait que même malgré des efforts constants d'ingénierie, les contrôleurs ne parviennent toujours pas à compenser le réchauffement de la planète et le cycle brisé de l'eau. Et ils ne parviennent pas à fournir suffisamment de vapeur d'eau à la Californie. Comme nous le constatons quotidiennement par l'imagerie satellite, une production massive de vapeur d'eau sur place est nécessaire pour créer et alimenter n'importe quel événement pluvieux. Donc la seule chose requise pour une sécheresse est l'absence ou l'incapacité de conduire l'eau vers une zone particulière. Pour comprendre la sécheresse en Californie, il faut comprendre comment fonctionne la génération séquentielle de vapeur d'eau. Bien évidemment, cela exige une quantité énorme d'eau pour les tempêtes, bien plus que ce qu'une seule centrale électrique peut produire. Donc, un groupe de centrales électriques fournira la poussée initiale de vapeur d'eau pour que celle-ci puisse commencer à se déplacer. Allant d'ouest en est avec le jet stream, la masse de vapeur d'eau passera au-dessus du groupe de centrales suivant, qui ajoutera encore plus de vapeur d'eau à la masse de vapeur d'eau. Ce processus continue alors que le système de tempête se déplace vers l'est jusqu'à ce qu'il soit poussé au-delà de la saturation et donc il s'abat dans un déluge sur n'importe quelle communauté se trouvant sur son chemin. Le problème pour la Californie est qu'elle est le premier État dans le cycle de la géo-ingénierie pour ce pays et qu'il n'y a donc pas d'État avant elle pour générer une masse suffisante de vapeur d'eau. Bien qu'il y ait certainement des moyens de générer de la vapeur d'eau dans le Pacifique, ils sont très rarement efficaces pour amener suffisamment de vapeur d'eau en Californie pour la pousser au-delà de la saturation avant qu'elle ne se dissipe. En conséquence, les contrôleurs ont dû essayer d'autres moyens bizarres pour amener de la vapeur d'eau en Californie, comme changer le courant météo d'est en ouest contre le jet stream et envoyer de la vapeur d'eau du Colorado ou du Mexique, où la capacité de production de vapeur d'eau est la plus élevée. Ma série de vidéos sur la sécheresse en Californie illustre et prouve cette réalité à maintes reprises, y compris la tempête qui résout la sécheresse à laquelle vous faites référence. Alors, les mystérieuses bombes chimiques ou chem bombs justifiant les émissions de vapeur d'eau au-dessus des terres ou des océans, c'est une diversion? Oui, la désinformation ridicule propagée par l'opposition contrôlée prétendant que ces explosions sont entre guillemets des bombes chimiques est entièrement trompeuse. Ce sont en fait des explosions de vapeur d'eau, comme toute personne qui comprend le processus simple peut le voir par elle-même. Il y a une génération de vapeur d'eau dans les océans, dont la plus grande partie est visible le long de l'équateur, mais elle est loin d'être aussi répandue que sur la terre ferme. On ne peut pas mettre une centrale électrique tous les 20 km dans l'océan, n'est-ce pas? La manière exacte dont la génération de vapeur d'eau dans l'océan est réalisée est plus insaisissable que sur Terre parce qu'il n'y a tout simplement pas beaucoup de vidéos ou de documentation à ce sujet. Cependant, il n'est pas difficile d'imaginer des plateformes avec des installations de type WSAC puisque l'approvisionnement en eau est évidemment inépuisable. Il est tout à fait clair que d'autres méthodes d'évaporation de l'eau sont également employées, mais pas beaucoup de preuves sur le sujet. Croyez-vous que nos météorologues le savent et restent silencieux, ou qu'ils suivent juste la ligne du parti comme de bons petits soldats? J'ai essayé très fort d'accorder aux météorologues le bénéfice du doute et l'opportunité de s'expliquer, mais il est difficile d'imaginer qu'il en soit autrement. Il n'est tout simplement pas croyable que des personnes supposées avoir une formation scientifique et qui étudient l'imagerie radar et satellite tous les jours
ne voient pas ce qui est juste devant eux. Le niveau d'ignorance et d'inconscience n'est tout simplement pas plausible. Ils peuvent individuellement avoir différentes raisons de leur silence, de leur complicité, la peur, l'argent, etc. Mais il ne fait aucun doute que dans l'ensemble, ils doivent savoir ce qu'ils regardent, tout comme moi. Je suis assez âgé pour me souvenir que le temps arrivait de la côte ouest et tournoyait vers la côte est. Mais ensuite, on a commencé à voir tous ces petits ouragans terrestres d'un seul coup, et les flux météo n'avaient plus de sens. Quand est-ce que tout cela est arrivé? Depuis combien de temps utilise-t-il le Nexrad? Le numéro de modèle pour les stations Nexrad de ce pays est WSR 88D. C'est l'abréviation de Weather Surveillance Radar 1988 Doppler. Ce modèle a été développé et déployé en 1988. Cependant, il y avait plusieurs versions. Avant le WSR 88D, il y avait le WSR 74C. Avant le WSR 74C, il y avait le WSR 57. Avant le WSR 57, il y avait les premiers radars de surveillance météorologique convertis à partir des radars de la marine de la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient appelés WSR 1, WSR 1A, WSR 3 et WSR 4. Depuis combien de temps ils ont été opérationnels en double usage est une autre question. Cependant, je ne considère pas le développement et l'infiltration d'aucun de ces systèmes et de leur utilisation comme accidentels. Le premier WSR a été installé à Washington. Le second a été installé à Wichita, au Kansas. En coïncidence, les tornades ont commencé à augmenter dans ce qu'on appellera plus tard Tornado Alley, en conjonction avec l'implémentation des WSR. En fait, si vous regardez de vieux films des années 40 et 50 et que vous prêtez attention au ciel, vous pouvez parfois voir des modèles très précoces, même à l'époque, qui sont assez similaires et précurseurs de ce que nous voyons aujourd'hui. Un commentaire après un de mes podcasts partageant votre travail était celui d'un homme qui prétendait avoir été informé par un ami qui travaillait pour une centrale électrique qu'il fabriquait des nuages, et ce depuis des décennies. 40 à 50 ans. Depuis combien de temps l'aspect vapeur d'eau a-t-il été manipulé? Vous savez, c'est une question difficile. Je doute que vous soyez assez âgé pour vous souvenir des années 70 et 80, mais c'est à cette époque que cette réalité semblait atteindre son paroxysme. La sécheresse était sévère, la neige tombait rarement, et c'était suffisamment critique pour que tout le monde y prête attention. C'est à ce moment-là que l'expansion de la géo-ingénierie est passée à la vitesse supérieure, et que la génération massive de vapeur d'eau a été développée pour compenser l'échec évident du climat et du cycle de l'eau. Cependant, les systèmes étaient déjà en place et en cours de développement depuis des décennies. Évidemment, les centrales électriques existent depuis la fin des années 1800 et les tours de refroidissement peu de temps après. Mais il est difficile de dire sans image satellite de cette période quand exactement cette méthodologie à double objectif a commencé à être mise en œuvre à l'échelle mondiale. Y a-t-il une quelconque ingénierie climatique pour laquelle HAARP a été utilisée ou est utilisée pour les tremblements de terre? Est-ce que Nexrad peut créer des tremblements de terre? Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai vu aucune preuve véritable de HAARP faisant quoi que ce soit. Je ne m'occupe que des faits et de ce que je peux prouver. Dans ma documentation sur HAARP, cependant, j'ai déclaré que de nombreuses capacités de HAARP ont été incorporées ou sont identiques à celles de Nexrad. Ce qui est logique, bien sûr, puisque HAARP est une installation de recherche des années 80. Comment les tremblements de terre sont-ils provoqués? Car oui, il semble clair qu'ils sont provoqués. Cela pourrait se faire de différentes manières. Maintenant, nous sommes souvent sur des spéculations, puisque, comme je l'ai dit, je n'ai vu aucune preuve convaincante de quoi que ce soit. Mais si théoriquement HAARP pourrait être utilisé pour provoquer un tremblement de terre, alors vous pouvez parier que Nexrad le pourrait aussi, puisqu'une fois de plus, tous les tremblements de terre sont attribués à HAARP par une opposition contrôlée. Vous pouvez parier que c'est le contraire de la vérité. Cependant, d'un point de vue opérationnel, j'en déduirais la même réalité que pour la résonance de Schumann. Utiliseriez-vous un centre de recherche décrépit en Alaska ou un réseau mondial de centaines d'installations Nexrad Doppler qui couvrent la Terre entière? Ou bien, il pourrait y avoir une autre technologie de type Tesla pour atteindre la résonance. Comme je l'ai dit, je n'ai vu aucune preuve convaincante de la cause des tremblements de terre. Avez-vous remarqué une autre technologie impliquée? Il y a peu de doute qu'il y a d'autres technologies impliquées. La preuve est un facteur.
Cependant, dans tous les événements météorologiques qui peuvent être tracés, observés et dont on peut prouver qu'ils sont créés et manipulés par les composants majeurs déjà décrits, existe un autre composant majeur, visible quotidiennement, mais j'y reviendrai dans un instant. Croyez-vous que le CO2 est à l'origine du changement climatique et ou du réchauffement global? Oui, le CO2 est un facteur, mais non, je ne le considère pas comme la cause principale. Personnellement, je le considère comme une autre distraction élaborée qui exclut tous les autres composants impliqués. Par exemple, une centrale électrique en 2017 produit environ 2 litres de CO2 par kilowattheure. Par contre, les centrales électriques peuvent émettre des dizaines ou des centaines de milliers de gallons de vapeur d'eau surchauffée chaque heure. Considérez la quantité de chaleur transférée directement dans l'atmosphère par ce processus, puis multipliez-la par 62 500, le nombre de centrales électriques dans le monde. Lequel, selon vous, a un impact plus significatif? En outre, il passe complètement à côté du vrai problème et l'élude. Le vrai problème est l'état du cycle de l'eau qui s'est effondré, et le fait que les centrales électriques fournissent artificiellement l'eau pour tous les systèmes forts. Le fait aussi que Nextrad est responsable de la manipulation de ces systèmes forts. Et enfin, le fait que les contrôleurs industriels ont caché cette horrible réalité à la population depuis au moins un demi-siècle. Avez-vous déjà essayé de contacter une entité non marginale à ce propos? Exemple, l'Agence de protection de l'environnement, les médias grand public, et les journaux locaux. Quels sont ces nuages monstres qui sortent de ces centrales électriques qui alimentent nos systèmes de pluie? Avez-vous déjà présenté vos plaintes officiellement? Oui, bien sûr. J'ai essayé. Presque toutes les vidéos que je produis sont envoyées aux grands médias, aux météorologues, etc. La réponse typique est d'être moqué, insulté et rejeté comme étant un cinglé portant un chapeau en aluminium, même s'il ne regarde jamais les preuves. La recherche d'un vrai journaliste des grands médias avec des yeux et un cerveau, ou d'un scientifique qui sait ce qu'est l'eau bouillante, se poursuit. Je vis dans le sud de la Louisiane, où nous sommes entourés d'eau, et parfois on peut voir la vapeur d'eau s'élever, c'est assez impressionnant. Et parfois, je vous jure, qu'on dirait qu'elle est sur un tapis roulant, aspirée par une source cachée, plus vite que la normale. Me laisserai-je emporter par mon imagination, ou quelque chose pourrait avoir ce genre de pouvoir? J'ai également entendu dire qu'ils peuvent faire du brouillard, et nous avons aussi eu d'épais brouillards. Je me demande si c'est lié d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est l'autre composant majeur dont je parlais, et vous n'êtes pas folle du tout. Vous voyez exactement ce que vous voyez, c'est la manipulation de l'orgone. Dans les années 50, l'Autrichien Wilhelm Reich a développé un appareil très simple en utilisant des tubes de cuivre et une source d'eau pour le relier à la Terre, appelé Cloudbuster. Cet appareil, lorsqu'il est pointé vers une zone du ciel, attire l'énergie organique de l'atmosphère et crée apparemment, miraculeusement, des nuages et de la pluie. Cette apparition apparemment miraculeuse de nuages surgissant de nulle part à partir d'un endroit fixe peut maintenant être observée régulièrement dans le monde entier. Et il ne fait aucun doute qu'un réseau mondial de manipulateurs d'organes est le quatrième composant majeur de cette opération. Mais, comme celui-ci ne nécessite pratiquement aucun équipement, il est considérablement plus difficile d'isoler la manière dont cet aspect est accompli. Qu'est-il arrivé au jet stream? En avons-nous encore un? Je suppose que c'est une question de perspective. Il existe, mais il n'y a certainement rien de naturel dans son flux ou sa direction, et il est manipulé par des cercles géants de réseaux phasés et de fréquences rotatives Nextrad, qui font tourner les systèmes météo vers le nord et le sud, selon ce que les contrôleurs essayent d'accomplir avec un système donné. Si vous voulez dire qu'il existe tel qu'il le montre dans les graphiques des bulletins météo avec un balayage géant de boucles oméga allant du nord au sud à travers tout le pays, alors non, certainement pas. Jusqu'à quel point ce phénomène d'ingénierie climatique et cette technologie s'étendent-ils dans le monde entier? Y a-t-il des pays où la météo est naturelle? La géo-ingénierie est exactement ça, elle est globale. Je n'ai pas trouvé une seule poignée de pays qui n'ont pas toutes les signatures identifiables de la géo-ingénierie. Et il est clair que la seule raison pour laquelle certains n'ont pas encore été infiltrés, c'est parce que les contrôleurs industriels n'ont pas été en mesure d'y accéder afin de construire le réseau nécessaire de centrales électriques à double usage et le réseau de radars Doppler.
Attention, nous parlons de l'impossibilité d'y accéder, même au cours du dernier demi-siècle. Un exemple flagrant est l'Iran. En fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet intitulée facétieusement « La géo-ingénierie globale n'est pas globale ». Le titre était une taquinerie, bien sûr, puisque, comme je l'ai dit, elle est certainement globale, mais n'inclut pas l'Iran. Dans cette vidéo, je montre qu'il n'y a absolument aucune explosion quotidienne cyclique de vapeur d'eau, comme c'est le cas dans presque tous les autres pays, y compris tous les pays entourant l'Iran. En fait, ça a l'air ridicule. Des explosions géantes de vapeur d'eau dans tous les autres pays, et l'Iran est juste noir. Aucune vapeur d'eau du tout. Dans cette vidéo, je montre aussi le seul exemple visible d'évaporation naturelle lente que j'ai pu trouver. Alors que dans tous les autres pays, il y a ces explosions massives, vous pouvez voir qu'au-dessus de la mer Caspienne, la vapeur d'eau commence à se matérialiser lentement, et la zone devient gris clair. C'est l'un des contrastes les plus étonnants que j'ai pu capturer à ce jour et le seul exemple de processus naturel. Cependant, il semble que même ce pays a finalement été infiltré au cours des 10 dernières années, après le soi-disant soulèvement du printemps arabe sous faux drapeau, qui était en réalité des opérations de changement de régime télécommandées, qui ont renversé presque tous les pays du Moyen-Orient. Il semble que les contrôleurs aient finalement réussi à s'infiltrer. Depuis lors, il est clair que les nouvelles centrales électriques ou la modernisation des anciennes produisent maintenant la même explosion de vapeur d'eau en Iran que nous voyons dans le reste de la région et dans le reste du monde. Malgré tout, je dirais que l'Iran est l'un des derniers pays à être victime de cette opération. La manière dont il a été, entre guillemets, ouvert aux contrôleurs, c'est-à-dire aux opérations de changement de régime télécommandées du printemps arabe, en dit plus sur les contrôleurs que n'importe quel autre exemple. Quelle est la cause exacte de la rupture du cycle hydrologique? Je dirais que la réponse la plus courte est 200 ans d'industrialisation et de pollution. Il est très clair que depuis très longtemps, la pollution a diminué le cycle météorologique naturel et plus particulièrement la capacité à former des nuages et des pluies. Les émissions de particules de l'industrialisation sont beaucoup plus petites que les noyaux de condensation naturels des nuages, comme la poussière et les cendres, ce qui entrave et empêche la formation normale de nuages et de gouttes de pluie. Cette réalité était certainement connue il y a un demi-siècle, comme le prouve l'effort délibéré pour la compenser. Ajouter de la vapeur d'eau supplémentaire au cycle de l'eau force la formation et la saturation des nuages, même en dépit des problèmes naturels de formation. Mais cela a un coût énorme et crée un certain nombre de boucles de rétroaction négatives. Par exemple, forcer ces systèmes de tempête utilise toute la vapeur d'eau disponible, ce qui appauvrit d'autant plus l'atmosphère à chaque fois, et ce qui nécessite de produire de plus en plus de vapeur d'eau. Par conséquent, le processus nécessite sa propre continuation. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie qui a brisé le cycle hydrologique, ou la technologie est venue après que le cycle ait été brisé? Il est certain que l'industrialisation et les problèmes qu'elle a causés sont arrivés en premier. Cependant, puisque les installations à l'origine du problème sont les mêmes installations à double usage qu'ils utilisent pour essayer de compenser, il semble que les efforts dans ce sens ne soient pas venus longtemps après. N'y a-t-il pas de la vapeur d'eau qui s'élève encore naturellement, et n'est-il pas possible qu'elle se dépose sous forme de pluie naturelle quelque part, ou organiquement? Comme je l'ai dit, une des boucles de rétroaction négative est que forcer ces systèmes de tempête utilise toute la vapeur d'eau. Même si la formation naturelle est toujours possible, le système naturel n'a jamais l'occasion de le faire face à la génération massive et quotidienne de vapeur d'eau et de la création de tempêtes. Dans les rares endroits sur Terre qui ne sont pas complètement industrialisés, il est possible que l'évaporation lente et la formation de nuages puissent avoir une chance de se produire, mais pas de manière significative. Je ne veux pas insister sur HAARP, mais que dites-vous à ceux qui parlent du réseau global d'autres HAARP dans le monde? Ils ne sont sûrement pas en train d'en construire d'autres pour rien. Ils doivent avoir une utilité. Il y en a bien plus que cette installation dépassée en Alaska.
Je dis une chose simple. Ne me proposez pas de spéculation, proposez-moi des preuves. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle je ne parle pas de harpe est qu'il n'y a aucune preuve qu'il fasse quoi que ce soit. Je prouve chaque chose que je dis faisant partie de ce processus avec des preuves quotidiennes observables et prouvables. J'affirme que le Doppler Nexrad manipule et contrôle chaque tempête alimentée par la production massive de vapeur d'eau, parce que je peux le montrer tous les jours, jusqu'aux stations Nexrad individuelles et aux centrales électriques impliquées. N'importe quelle vidéo sur HARP consiste à montrer quelqu'un qui agite un stylo devant une simple anomalie radar et qui dit que c'est HARP qui l'a fait. Pourquoi pensez-vous qu'il en soit ainsi? Pourquoi pensez-vous que les informations prouvées que je fournis quotidiennement ont été ignorées, supprimées et rejetées par l'ensemble de la communauté de la vérité depuis une décennie, alors que les spéculations non prouvées et confuses sur HARP ne font rien d'autre que de faire passer cette communauté pour des fous portant des chapeaux en aluminium auprès des gens normaux, et non seulement cela sature la communauté de la vérité, mais c'est un message singulier et assourdissant. J'ai l'impression de me répéter, mais j'espère que vous voyez le schéma. J'ai fait une vidéo sur les aimants spatiaux de la NASA en 2012 qui avait une force magnétique 4000 fois supérieure à celle de la Terre, en me demandant quel effet cela aurait sur les différents systèmes terrestres. Et si c'était vrai, et non pas une autre invention de la NASA. J'ai découvert que les nazis avaient un pistolet solaire qu'ils voulaient pointer sur la Terre comme l'arme ultime, et Spacecast 2020, le prédécesseur de Owning the Weather by 2025, parle d'un miroir spatial dans le but de contrôler la météo terrestre. L'un ou l'autre pourrait-il être l'autre élément dont vous parliez à propos de l'orgone, ce qui affecte les phénomènes causant les monstrueuses éclosions? Encore une fois, je ne trouve pas que spéculer sur ces choses-là soit utile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est très important de garder l'attention des gens sur ce qui est juste devant eux, sur ce que nous pouvons prouver, les équipements et les installations qui sont juste à côté de chez eux, de leur maison. Mais qu'ils aillent voir par eux-mêmes ces choses observables et prouvables qui expliquent à elles seules 99% des processus météorologiques quotidiens créés par l'homme. La capacité d'attention étant aussi réduite qu'elle l'est dans cette société de médias sociaux surchargés d'informations, ces choses simples sont tout ce que chacun doit intégrer pour être capable de comprendre comment le temps se produit réellement. Si nous commençons à spéculer sur les aimants dans l'espace et les miroirs de l'espace, plusieurs choses se produisent. Premièrement, nous ne parlons plus d'un sujet sur lequel tout le monde peut agir. Vous ne pouvez rien faire à propos d'un aimant spatial. Deuxièmement, nous ne parlons plus de quelque chose que quelqu'un peut prouver. Comment quelqu'un va-t-il présenter une preuve de l'effet d'un aimant spatial? Quel système existe, comme GEAES ou Nexrad, qui montre les effets quotidiens d'un aimant spatial? Il n'y en a pas. Donc une fois de plus, nous ne parlons que de spéculation de diversion. Enfin, si nous parlons d'un aimant spatial qui peut ou ne peut pas exister, ou qui peut ou ne peut pas avoir un effet ou un but sur la géo-ingénierie, devinez de quoi nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas du réseau de centrales électriques responsables du nettoyage actuel des communautés qui en sont victimes et qui peut être vu et prouvé aussi facilement que l'existence du moteur à combustion. La spéculation est exactement la raison pour laquelle la communauté de la vérité ne sait rien d'utile ou de tangible sur la météo quotidienne après 20 ans d'activisme. Dans ma dernière série de vidéos, je montre et prouve que la vapeur d'eau, qui est devenue le déluge de la mousson de l'Arizona, provenait d'une poignée de centrales électriques en Arizona même, et les locaux peuvent aller voir cela par eux-mêmes. C'est le genre d'information dont la communauté de la vérité a besoin et qu'elle peut utiliser. Personne ne peut aller observer les effets de l'aimant spatial. Donc, si notre matérialisme a permis à la croissance incontrôlée de l'industrie de changer l'alchimie de nos cieux depuis des siècles, pourquoi ne pas les laisser s'occuper du désordre qu'ils ont créé eux-mêmes, car ils sont manifestement les mieux équipés pour y faire face? Bien, je suis sûr que je pourrais faire une autre interview entière sur les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas le faire, mais permettez-moi d'en souligner les points les plus importants. Premièrement, ces criminels ont détruit le climat de la planète et l'ont caché à l'humanité pendant une centaine d'années, simplement pour garder la population asservie au charbon et au pétrole. Et pour que la planète continue de fonctionner sur les réseaux électriques à moteur à vapeur alimentés au charbon en 2017. Il est clair qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens pour réaliser ce qui est dans notre meilleur intérêt. Deuxièmement, alors que la population est trompée et occupée avec des illusions de réduction de CO2, 1600 centrales électriques au charbon supplémentaires seront construites en 2017.
Cela augmentera la production d'électricité à partir du charbon de 43% dans le monde entier. Rajouter davantage de ce qui a causé le problème en premier lieu n'est pas la solution. Comme ils l'ont fait au cours du dernier siècle, la seule solution qu'ils ont pour le problème du charbon et du pétrole est plus de charbon et plus de pétrole. Non pas parce que c'est une solution, mais parce que tout ce qu'ils veulent, c'est plus de charbon et plus de pétrole, peu importe le reste. Troisièmement, les 7 milliards d'habitants de cette planète continuent à avancer dans l'inconscience, alors que sa surface ressemble de plus en plus à celle de Mars. Ce n'est en aucun cas acceptable. Les humains doivent se réveiller et comprendre ce que d'autres humains ont fait et continuent de faire à cette planète. Alors que celle-ci se consume lentement, ils doivent faire attention à bien plus que le dernier tweet de Donald Trump ou la dernière distraction fabriquée. Quatrièmement, finalement les prémices sont incorrectes dès le départ. Ils ne sont pas équipés pour faire face au problème, et l'état de la planète en est la preuve. Même après tout le déluge de désespoir qu'ils ont déversé ce mois-ci pour tenter d'étouffer l'augmentation des températures de surface, nous entrons dans une autre canicule de type, je cite, Ring of Fire, qui fera grimper la température de la plupart du pays à plus de 100 degrés Fahrenheit. Même avec tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à contrôler l'effondrement, ce qui est une raison de plus pour laquelle les humains doivent se réveiller et prêter attention à la planète sur laquelle nous vivons. Donc, que recommandez-vous exactement quant aux actions à mener en dehors de prendre les centrales électriques et leur causer des ennuis? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça, à part des actions coup de poing? Les gens ont besoin de solutions pour éviter le pessimisme. Tout arrêter et espérer le meilleur, ou y a-t-il d'autres choses à faire? Comment faire pour défaire tout ça? Je réalise que les gens ont besoin de réponses rapides dès qu'ils commencent à comprendre le problème. Mais on est loin de ça. Il y a un dicton en sciences des systèmes qui dit que vous ne pouvez pas résoudre un problème tant que vous ne savez pas quel est le problème, et la société actuelle n'en a aucune idée. Ces 100 dernières années, les personnes responsables ont effondré le climat avec une machine à vapeur alimentée au charbon. Remplacer le climat naturel par un climat fabriqué par cette même machine à vapeur alimentée au charbon et, comme je l'ai dit, ils ont ajouté 1600 nouvelles centrales électriques au réseau de machines à vapeur alimentées au charbon, alors que la population reste complètement inconsciente du comment et du pourquoi de son existence. Et en plus de cela, nous avons une opération psychologique tout aussi élaborée pour nous assurer que la population reste inconsciente. Et comme nous pouvons tous le voir, cela a été très efficace au cours des 50 dernières années. Alors que le CO2 et les chemtrails dominent, saturent et occupent la communauté de la vérité et la conscience humaine, la population est maintenue dans l'ignorance totale de la réalité de l'effondrement du climat naturel et des catastrophes météorologiques quotidiennes provoquées par l'homme qui couvre cette réalité. Ces choses doivent être clairement comprises par la communauté de la vérité, qui apparemment est entièrement gérée et maintenue dans l'obscurité par une opposition contrôlée, et par l'ensemble de la population qui a dû faire face à des déluges quotidiens et à la destruction de communautés entières dans le monde entier, avant que l'on puisse faire quoi que ce soit. Les gens doivent comprendre ce qu'on leur fait et pourquoi. Cette compréhension relativement simple fournit une base solide et un saut exponentiel dans l'évolution, la perception et la compréhension de ce monde et de ses méthodes de tromperie. J'ai aiguisé la clé de toute cette compréhension jusqu'à intégrer le simple processus de faire bouillir de l'eau. Sans cette compréhension simple et solide comme le roc, toute conversation sur les solutions est inutile et instantanément vulnérable si l'on veut mettre fin à cette opposition contrôlée qui a si bien réussi pendant une demi-décennie. Tout d'abord, cette connaissance fondamentale m'a donné personnellement une vision cristalline de toutes les autres tromperies sur cette planète, et, c'est garanti, il en sera ainsi pour tous les autres qui accèdent à la simple compréhension du fonctionnement de la météo. Donc, la première chose que nous devons faire, et sûrement la chose dont les contrôleurs ont le plus peur, c'est de faire connaître et comprendre cette réalité. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec un point fixe géant, une preuve quotidienne fournie par le réseau mondial de centrales électriques. Il ne s'agit pas de faire du piquetage, mais de montrer et prouver exactement ce qu'ils font. Si cette simple réalité était connue, non seulement il ne serait pas possible d'effacer des communautés entières et de rejeter la faute sur Mère Nature,
Mais les personnes derrière ces opérations quotidiennes en plein jour, qui coûtent des milliards de dollars, la mort et la destruction, auraient de sérieuses explications à fournir à tous les pays de la planète. Ceci est la toute première étape, et elle serait énorme, menant à une cascade d'autres expositions et compréhensions dont l'espèce humaine a désespérément besoin et dont elle a été privée depuis bien trop longtemps. Y a-t-il des questions importantes que j'ai oubliées? Je dirais que nous avons couvert le sujet assez efficacement. Le plus important maintenant, pour que de réels progrès soient faits, c'est de rester dans la simplicité, et que c'est aussi simple que de l'eau bouillante.